Bonsoir à tous. Merci à vous d'être là si nombreux. La venue de Michel Papot, secrétaire général de la préfecture, constitue un petit événement ce soir puisque nous avons peu l'habitude de recevoir les représentants de l'État au plus haut niveau. Et cette rencontre est d'autant plus intéressante qu'elle s'inscrit en fait à partir d'une initiative que Michel Papot lui-même avait prise il y a une année de ça. Il avait souhaité recevoir une délégation du Conseil de développement pour s'enquérir de nos travaux et de nos réflexions. Et l'échange nous avait paru suffisamment intéressant pour vouloir le prolonger. Et donc, c'est ce que nous faisons ce soir, en lui donnant la parole pour évoquer le rôle et les missions de l'État dans les territoires. Comme vous le savez, vous, membres du Conseil de développement, nous sommes chargés de contribuer à l'élaboration d'un nouveau projet de territoire à l'horizon 2030, et cette mission suppose d'entendre des interlocuteurs très variés. C'est ainsi que Michel Papot s'intercale entre Stéphanie Cordero, présidente des Restos du Cœur, Gaël Pelletier, président du HBCN, que nous avons reçu la semaine dernière, Marie-Françoise Clergeau, vice-présidente de Nantes Métropole, et jeudi, nous recevrons Michel Romanet, qui est président de Partage 44. Ce soir, nous allons donc parler de l'État, de son organisation, de sa réorganisation, de ses missions, et plus généralement de la place qu'il occupe dans une société contemporaine, par ailleurs marquée par la mondialisation. Dans les collectivités locales, vous connaissez le leitmotiv, applicable d'ailleurs quelle que soit la couleur politique du gouvernement, celui du fameux désengagement de l'État. C'est un grand classique, et ce soir, Michel Papot va nous dire ce qu'il en est aujourd'hui du rôle de l'État, de ses moyens d'action. Nous allons bien sûr évoquer la RGPP, je traduis pour les non-familiers du sigle « Révision générale des politiques publiques », avec ses réformes successives, judiciaires, hospitalières, militaires, territoriales. Nous allons évoquer aussi les enjeux environnementaux, et notamment les conditions d'application des dispositions du Grenelle de l'environnement, sans oublier le grand emprunt et les résultats contrastés pour le territoire. Sur ce dernier point, nous lui poserons la question du rôle de l'État, aménagement du territoire ou mise en concurrence des territoires. Quel est le mode de dialogue aujourd'hui entre l'État et les territoires? Sommes-nous passés d'un état d'injonction à un état de négociation? Il y a sûrement des questions plus ciblées qui viendront, comme par exemple sur le boulevard périphérique et sur son devenir. Enfin, nous avons associé à cette rencontre, et je les salue, les membres du Césaire, dont certains sont présents dans la salle. C'est un bon exemple de coopération entre nos deux instances, Conseil de développement et Conseil économique, social et environnemental de la région. Avant de laisser la parole à Michel Papot, je ferai juste le rappel habituel de notre éthique de débat, l'écoute des arguments des uns et des autres, des échanges sereins, la volonté de se comprendre, ce sont les conditions d'un débat utile. Je voudrais remercier, avant de lui laisser la parole, Michel Papot d'avoir accepté de jouer le jeu de cet échange avec d'abord un premier exposé qui va durer 3/4 d'heure, 50 minutes. Voilà, sur la RGPP, les missions de l'État. Et puis, bien sûr, le débat ensuite avec les membres du Conseil et du Césaire qui sont présents dans la salle. Je vous laisse la parole. Et si vous voulez bien, je vais me mettre devant pour bien voir vos diapos parce que je les verrai moins bien. Je reviendrai tout à l'heure pour l'animation du débat. Merci, celui-ci fonctionne. Donc, je vais à la simplicité. Je vais aller à la simplicité également dans mon exposé parce que, Monsieur le Président, merci de votre introduction. Qui est un mot d'accueil sympathique pour nous, mais en même temps qui me laisse un très vaste champ, très compliqué et très ambitieux à couvrir ce soir devant vous. Plus simplement, nous allons essayer de reprendre rapidement les éléments
les plus basiques, on va dire, des données de notre revue générale des politiques publiques. Je vais sur le premier aspect être volontairement rapide. C'est une cartographie des services de l'État en département avec un petit aperçu régional, puisque c'est le département qui va nous intéresser ce soir. Ce sont les éléments de pilotage de l'exécution et de la conduite des politiques publiques. Vous m'arrêtez si jamais vous avez sur ce chemin. Je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissent ça à peu près par cœur, et presque même peut-être mieux que moi à certains égards. Et donc dans cette cartographie qui est assez classique, nous allons essayer de progresser à grands pas. Cette cartographie d'ailleurs n'est pas spécifique de la Loire-Atlantique et des pays de la Loire. La deuxième partie, pour moi, de l'exposé est celle dans laquelle je vais m'impliquer davantage. Elle est l'orientation, la présentation des orientations de la gouvernance de l'État, de notre projet de service, puisque la première partie n'est pas complètement spécifique. On a tous réorganisé l'État dans les départements, mais nous avons tous un projet de service local, départemental, qui s'articule avec le dispositif régional et qui porte les orientations des champs dans lesquels l'État pense pouvoir piloter quelque chose, pense avoir une responsabilité, et même cette responsabilité est construite à contrario, c'est-à-dire l'État s'efforce d'organiser l'action publique à partir de ce qu'il serait inacceptable qu'il ne fasse pas. Donc ça, ce sont dans cet univers très complexe, très partenarial, la partie que l'État s'assigne le cœur de ses priorités, le cœur de son métier pour la conduire. Évidemment, toutes les questions que vous avez posées, Monsieur le Président, se trouvent dans une zone grise dans laquelle l'État est en partenariat avec d'autres, dans laquelle il n'est pas forcément d'ailleurs attendu, et qui fera l'objet, je pense, de la troisième partie de la séquence, qui est le débat. Moi, je pense que face à la complexité de la chose et à la diversité de vos questionnements, je vais essayer de laisser la plus large part donc à cette partie de débat. Pour commencer donc par cette cartographie rapide de l'organisation nouvelle et des nouvelles missions, je voulais indiquer que au-delà des principes de notre réorganisation autour des grands périmètres ministériels et de l'organisation resserrée au niveau départemental autour de trois directions interministérielles, des unités territoriales à vocation opérationnelle et de la préfecture qui coordonne l'ensemble et assure le cœur de métier régalien des administrations civiles. Nous avions dans cette réorganisation en fait beaucoup d'éléments transposables et transposés, puisque cette réorganisation se fait sous l'action de deux moteurs que je ressens et que nous ressentons dans les services de l'État comme externes, parce qu'ils viennent de notre administration centrale, ils sont France entière tous les mêmes. C'est une optimisation des moyens, d'une part, revue générale des politiques publiques. On fait pour le compte du contribuable la revue de l'ensemble des politiques pour voir si les moyens que l'on y consacre sont proportionnés à ce qu'on en attend dans notre budget, et dans un budget qui ne pèse pas trop sur l'économie et sur l'activité.
donc qui n'est pas trop gourmand en moyens et qui nous permet de tenir dans une compétition internationale avec un niveau de compétence qui s'approche du standard des différents pays européens. Nous sommes dans une région économique et travaillons dans un espace public qui est européen désormais. On le verra sur tout le volet environnement. Et puis également un deuxième moteur externe qui est le moteur de la réorganisation, puisque là, face aux citoyens, les administrations ont repris et se sont réorganisées, c'est là l'enjeu des périmètres ministériels, sur les grandes vocations de l'État nouvelle manière. Qui dit moins de moyens dit je fais des priorités et j'ajuste et je m'organise autour de ces priorités et de mon cœur de métier revisité. Vous voyez que l'un des principes de réorganisation donc est au croisement à la fois d'une économie de moyens et d'une optimisation aussi de la gouvernance. On réduit le nombre d'entités et au niveau régional, on en arrive à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entités. Là, on avait pratiquement le double. Le niveau départemental suit la même logique. Le principal se joue entre le préfet, l'inspection d'académie, le DDFIP et les 3 directions départementales interministérielles qui regroupent un certain nombre de services antérieurement. Et nous avons en département différentes entités qui sont les antennes exécutives dans le département des directions régionales. Ces 3 directions départementales, vous les connaissez, c'est la direction départementale des territoires et de la mer, la direction départementale de la cohésion sociale et celle de la protection des populations, qui autour de la préfecture vont organiser avec la direction départementale des finances publiques et l'inspection académique les 5 pôles essentiels. Je saute tout de suite aux missions puisque c'est dans notre cartographie le principal. La cohésion sociale reprend ce qui est l'exécution des anciennes DAS, mais en se concentrant sur ce qui concerne le développement de la personne hors santé. On a donc tous les sujets de cohésion sociale et les sujets de jeunesse et de sport antérieurement. Pour la direction des territoires et de la mer, nous avons tous les sujets qui concernaient l'ancien équipement, joints à tous les sujets qui concernaient l'agriculture et l'aménagement du territoire, les politiques agricoles et les sujets mer. On est bien dans une direction transverse des territoires et de la mer, dont vous voyez les 8 missions s'afficher. Pour la direction départementale des protections des populations, c'est celle qui, dans la réorganisation, a eu le plus de difficultés à trouver son identité, puisque elle marie à la fois la protection, on va dire, du consommateur, avec celle du consommateur, alors là pour le coup, mais de denrées animales ou issues de transformation. Et on y a joint ce que l'on pouvait détacher du cœur régalien de la préfecture en matière de prévention des risques de la vie quotidienne, notamment les établissements recevant du public, enfin un certain nombre d'éléments. Dans ce dispositif de base, vous trouvez évidemment la préfecture, les missions ne sont pas détaillées, mais à la préfecture, vous connaissez les missions de sécurité, on retrouve les questions d'autorisation et toutes les questions qui sont les questions d'accompagnement économique, on retrouvera tout cela tout à l'heure. Et des unités territoriales de direction régionale qui vont projeter l'approche
L'approche culturelle, elle est actuellement résiduelle et très régionalisée. Hein, c'est simplement sur un certain nombre d'avis que l'on distingue encore le dispositif départemental de la DRAC. En revanche, l'unité territoriale de la directe reprend le sujet et marie les sujets qui sont les sujets d'économie et d'emploi. Donc on est là au cœur des problématiques d'accompagnement du développement des entreprises, mais centré sur les sujets de valorisation des personnes et des compétences dans les bassins d'emploi, et puis de restructuration dans les périodes de crise. On est vraiment avec une unité territoriale très opérationnelle. Et puis celle de la DREAL qui fait pour l'essentiel les inspections des installations classées. Et évidemment, l'ARS va avoir un visage territorial qui participe à l'organisation et à la projection de la politique régionale sur les bassins et les territoires de santé départementaux. Dans ces unités territoriales, on a une approche différente de l'approche antérieure, qui est que on approche territoire par territoire, qui sont pas forcément des territoires administratifs et qui peuvent être autant que faire se peut, et d'une manière générale, soit des bassins d'emploi, soit des bassins versants pour les approches environnementales, soit des territoires de santé, bref, des animations territoriales, on le verra, qui se rapprochent de la réalité des territoires. L'ARS au plan régional évidemment aujourd'hui est rentrée dans le paysage. On la met à part parce que c'est une agence. Nous avons là la reprise de ce que je vous disais résumé sur l'emploi, et de ce fait nous trouvons pour finir un schéma qui est un schéma qui, autour de la préfecture, organise donc en région et en département un certain nombre de services qui ont repris et recombiné de manière transverse et interministérielle au regard de ce qui se passait naguère, les différentes missions et les différents suivis, accompagnements et procédures que vous connaissez. Voilà au pas de course, en fait, une cartographie qui vous redonne rapidement des éléments de référence sur la recombinaison des missions de l'État dans le département. À cette étape-là, on a fait agir des moteurs externes. On n'a pas encore mis tout ça en vie, et c'est le job du préfet de coordonner des préfets, d'ailleurs préfets de région et les préfets des départements, de redonner du sens à ces administrations dans une logique qui est désormais une logique de projet. La revue générale des politiques publiques s'accompagne d'un mouvement qui est un mouvement de fond d'évolution de la gestion publique et qui nous fait passer du début des années 2000 où perdurait une logique de service après la mise en place du nouveau cadre budgétaire, la loi organique, à une logique de projet qui regroupe par grande mission un certain nombre et par grande entité ministérielle, un certain nombre de pans cohérents de l'action publique dans cette perspective de projet. Avant d'animer cette deuxième partie, est-ce que vous avez des questions sur cette recomposition et cette cartographie à cette étape volontairement un peu de technique? Oui, ça a été une présentation effectivement rapide. Je vois qu'il y a un micro, André Hubert.
c'est le qui fait quoi en fait. Hein, Secrétaire général, merci. Question sur finalement la masse du personnel territorial. Est-ce que cette mise en place de la réforme générale des politiques publiques au niveau des administrations territoriales de l'État se fait à administration constante, à emploi constant, ou bien avec une réorganisation et une répartition nouvelle, voire redéploiement, que sais-je encore? Alors, dans le moteur externe numéro 1, Revue générale des politiques publiques, il y a dans le collimateur une économie budgétaire programmée. 80% de la dépense de l'État, c'est du personnel, hein, des agents. Nous sommes dans des années dans lesquelles un certain nombre de fonctionnaires et de classes d'âge partent à la retraite. Nous avons donc une marge de manœuvre pour retrouver un format de l'État. Nous sommes après 10 ans de décentralisation dans lesquels l'État a fait passer des compétences nouvelles aux collectivités territoriales. Nous avons, dans la confrontation de notre propre budget national aux autres budgets nationaux et dans le standard d'équilibre financier des budgets nationaux européens, à reformater ce budget. C'est ce qui fait le fond de la RGPP. Et donc, si je saute là maintenant à la réponse à votre question de manière très concrète, nous avons un périmètre dans les services déconcentrés. Hein, il y a à peu près 8000 agents sur Nantes, quand on compte l'ensemble des services, y compris les services de l'État. On en a 4000 qui sont dans les services déconcentrés. Je veux dire les services de l'État, les services nationaux délocalisés sur Nantes. Hein. Le préfet n'est pas leur responsable, mais ils sont sous la hiérarchie des directeurs d'administration centrale. Partons par exemple du service des naturalisations, du service des visas, etc. Donc il y a un certain nombre de services qui sont des services nationaux sur Nantes, et un certain nombre de services qui sont sous l'autorité du préfet, de région et de département, services déconcentrés. On est à peu près aux alentours de 4000. Aujourd'hui, les services départementaux dans la réforme perdent 3% de leurs effectifs et de leur masse salariale par an. Dans la revue générale des politiques publiques, ce sont à peu près les objectifs. Les services régionaux, globalement, un peu moins, puisque dans la réorganisation, on a un certain nombre de missions qui passent du dispositif départemental à la coordination régionale pour des raisons à la fois d'efficacité et d'optimisation des moyens. Les deux, hein, à la fois. Donc il y a un vrai gain de productivité, si je puis dire, et d'organisation de l'administration. Donc on a un vrai objectif d'économie de moyens qu'on verra combiné avec la modernisation. Est-ce qu'il y a encore... Oui, Dieudonné, oui. Oui, Dieudonné, Siwa, Conseil développement. Je voulais dire que ce que vous venez de montrer rejoint un petit peu ce que le CMPP, je voulais dire le Conseil de modernisation des politiques publiques présente, qui est un mécanisme d'évaluation. Mais on a à côté, il y a très récemment, il y a une mission de commune d'information du Sénat qui vient de voir le jour et qui prend acte du bilan d'avancement du RGPP, mais qui constate, qui s'inquiète des conséquences sur les collectivités territoriales et les services publics locaux. Ils sont en train de procéder à des auditions et ma question, c'est savoir, indépendamment de ces auditions, des conclusions qui vont aboutir, sur quel genre de scénario
peuvent se présenter, quel genre de scénarios peuvent se présenter suite à leur intervention. Je vous remercie. Je ne sais pas si la question a été claire. Si je comprends bien, c'est qu'il y a un audit en cours par une commission sénatoriale et dont vous cherchez à savoir si ça peut avoir des conséquences sur le processus engagé, c'est ça? Il y a dans certains médias se sont emparés de trucs pour dire ces sénateurs qui se sont lancés dans l'aventure pourraient avoir quelques difficultés à aboutir à une synthèse. C'est-à-dire les avis sont tellement partagés que bon, on ne sait pas. Je vous propose, au-delà, je vais répondre à votre question globalement, mais je pense que ça nous fait faire un saut et dans le sujet de la zone grise, c'est-à-dire entre ce que l'État est certain d'assurer, puisque qui dit économie de moyens dit je me recentre sur un certain nombre de missions, et ce qui est partagé avec les collectivités, les autres collectivités publiques et qui doit se réorganiser, qui est pas tranché tout à fait, c'est pour ça que je l'appelle la zone grise. Il y a la question, la réponse à la question que vous venez de poser. Alors il y a une partie qui est une partie de l'audit sénatorial qui me semble très budgétaire et notamment centré sur les collectivités dans lesquelles sont apparues un certain nombre de tensions budgétaires récemment. On a entendu notre Conseil général ici crier haut et fort que on lui transférait des dépenses actives qui se développaient et que ces recettes, au contraire, étaient plutôt moins dynamiques que prévu. Depuis, certaines de ces recettes ont permis une consolidation intéressante, mais il y avait un vrai sujet. Ce sujet budgétaire, là, est en cours. Il est très technique. Il est de savoir si entre les dépenses obligatoires et les recettes, on arrive, le Conseil général, ça pourrait être le cas pour d'autres collectivités. Là, on a posé la question pour le Conseil général parce que ce sont les sujets de dépenses sociales là, qui sont dévorantes. Est-ce que on n'est pas en train, institutionnellement, de réduire toute marge de manœuvre de la collectivité publique? À ce moment-là, la collectivité publique, elle dit, il y a un problème constitutionnel, moi je peux même plus faire aucune politique, j'ai plus de marge de manœuvre. Donc on est là dans un sujet qui est à la fois technique et budgétaire et constitutionnel, de savoir s'il est porté atteinte à l'intégrité de la collectivité. Ce sujet-là va continuer techniquement à prospérer. En revanche, derrière votre question, il y a une question plus large qui est de savoir si on peut assumer encore toutes les missions et s'il n'y a pas des missions qui se retrouvent entre les deux. Et ça, c'est la zone grise. Alors peut-être avant de passer sur les zones grises, justement, je crois qu'il y avait encore une question sur l'organisation, non? Oui, tout à fait sur l'organisation. Là, vous nous présentez une organisation nationale avec les services nationaux ou l'administration centrale, et puis une organisation régionale et départementale avec les préfectures. Mais comment s'organise la gestion des priorités et globalement l'administration de toutes ces activités localement? En clair, qui est responsable? Est-ce le préfet ou est-ce l'administration centrale, notamment de l'atteinte des résultats? Alors, sur tous les services déconcentrés, c'est les préfets. Préfet de région, en dernier ressort sur les grands équilibres et la stratégie et la mise en place, on va dire, macroéconomique et générale des politiques publiques. Toujours dans cette même logique de projet, les préfets de département de l'exécution au jour le jour des autorisations ou des éléments qui sont des éléments d'accompagnement identifiés dans le cadre de ces mêmes politiques, puisque on est organisé maintenant avec une collégialité préfectorale qui pilote l'ensemble. Donc ça, c'est clair sur l'organisation. On est là avec des univers d'actions thématiques, mais qui sont, du point de vue des résultats, ressaisis. C'est la logique projet, il faut un chef de file, par les préfets qui sont responsabilisés sur les résultats.
Alors, je passe à la suite. Pardon, il y a encore une question. Pardon. Une question. Je voudrais savoir quels moyens l'État a pris pour passer d'une logique justement de projet à une logique, d'une logique de service à une logique de projet. Comment avez-vous fait pour que les agents s'approprient cette logique-là, parce que c'est pas évident de changer de logique de travail. Et voilà, je voulais savoir quels étaient les moyens que vous avez mis en place pour ça. Alors, on est en chemin. Ce que fait l'État, parce que l'État, c'est un ensemble très vaste et pluriel, je dirais même pluriculturel. Les administrations n'ont pas toutes la même ancienneté, la même logique de travail, etc. Donc l'impulsion a été donnée de deux manières différentes. D'une part, par la modification du cadre budgétaire. Ça, c'est le premier acte fondamental. On a dit chaque année, c'est le Parlement qui l'a dit, est convenu d'ailleurs de reconnaître que c'était une unanimité du Parlement qui a mené cette démarche. A dit au lieu de voter année après année la reconduction du service, 80% des dépenses, et puis 20% de marge de manœuvre plus ou moins grignoté en fonction des entrées budgétaires, les services et donc avoir les services votés en quelque sorte d'ores et déjà reconduits avant même le début. Ça, c'était la logique de service. Je finance l'ensemble de ma masse salariale et puis je me donne juste un ajustement annuel sur le reste. On a dit on réinterroge chaque service au premier euro en disant un ministère est porteur d'une politique publique. Ces politiques publiques peuvent organiser des priorités. Et donc, rien n'est acquis quant au fait qu'un service qui existe une année continue à être organisé de la même façon l'année d'après. Tout dépend si on a besoin pour conduire la politique publique de ce service. Après, on a dit année après année, c'est pas possible. Donc on est rentré dans un cycle pluriannuel de gestion. Dans cette logique de projet, il y a eu un certain nombre d'orientations, il y a un certain nombre d'orientations qui sont données essentielles ensuite par la réorganisation des ministères. Puisque quand on regarde les effets sur le terrain de cette réorganisation des services déconcentrés, on s'aperçoit que des administrations se sont trouvées regroupées sous des thématiques identiques, enfin un périmètre plus large. Par exemple, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est trouvé concentré au plan régional des services d'origine très diverses, équipement, aménagement du territoire, environnement, pour partie les anciennes directions régionales de l'industrie et de l'environnement. Donc dans un périmètre donné, le développement durable, on regroupe par thématique et par grande politique, et donc par projet, les administrations. Donc il y a un changement de cadre budgétaire, on rediscute au premier euro chaque année, ou dans des plans pluriannuels, et deuxièmement, et donc on sait faire des priorités en fonction de résultats ou d'engagements internationaux. Le bon état de l'eau 2015, après un engagement au niveau européen, on peut être condamné si on ne le tient pas. Nous passons en logique de projet en disant une administration, un ministère qui va se saisir des différents aspects de la réglementation en la matière, va être chargé d'obtenir le résultat, de mettre à disposition les services déconcentrés en ordre de marche pour que les préfets puissent atteindre le bon état de l'eau 2015, chacun dans leur région ou dans leur département. Donc ces logiques de regroupement par thématique, de construction de grands objectifs d'action publique forment un des leviers. Et puis le levier deuxième, qui est le numéro 1 dans le temps et dans l'importance, culturellement, c'est de repartir chaque année avec un budget
un budget à zéro à rejustifier complètement. Ça s'accompagne évidemment de l'évaluation des conduites et des résultats des politiques. Alors tout ça reste, c'est pour ça que je les appelle des moteurs externes, encore assez théorique. C'est en fait une machine à transformer l'administration qui produira ses effets sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et face à ça, qu'est-ce qui se passe en région? Comment est-ce qu'on reconstruit un projet de service? C'est juste la partie qui suit. Alors allez-y sur la partie qui suit alors. Donc, le projet de service, nous on l'a travaillé en département. Ah non, je suis en train de passer dans l'autre sens, alors je risque pas d'y arriver. Voilà. À partir d'une logique d'animation territoriale, en se disant et en croisant deux choses, en croisant les outils départementaux d'exécution avec un cadrage régional, puisque la région est l'étage stratégique, le département l'étage d'exécution, et en croisant donc les moyens dont on disposait avec des priorités. Et les priorités, on les a construites à partir de ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'il serait inacceptable de faire. Et dans ce contexte, donc, nous avons à la fois suivi la logique globale de la RGPP et de la REAT, c'est-à-dire la réforme de l'administration territoriale de l'État, en répondant à des logiques stratégiques régionales. Les axes de travail que nous avons organisés, dont nous nous servons pour notre projet de service départemental, sont des axes déterminés en région dans la collégialité préfectorale et l'animation régionale du secrétaire général aux affaires régionales, pour nous, et le secrétaire général qui correspond au préfet de région dans cette animation stratégique. Et puis nous avons organisé et nous sommes adossés évidemment à la réforme départementale qui optimise nos moyens. On a ajouté dans l'organisation une réflexion sur les sous-préfectures qui ne sont pas forcément dans les écrans radars dès le départ. Et pour nous, c'était très important parce que les besoins sont maintenus de présence de l'État au plus près du territoire pour un certain nombre d'éléments que vous connaissez, qu'on va retrouver dans les différents axes de travail. Pour nous, donc 4 axes de travail que je vais développer et qui correspondent chacun à une machine, enfin qui correspondent tous les 4 composés à notre machine à faire des priorités. Il vaut mieux, plutôt que antérieurement, on avait 42 services en département, donc 42 machines à faire des priorités, chacun dans son univers de service. Là, on a essayé de se réorganiser alors qu'on a un tout petit peu plus de services autour de 4 axes de travail, donc minimiser les axes et les priorités en se centrant à chaque fois dans un cœur de métier, mais dans un univers le plus vaste possible autour de ce cœur de métier, pour essayer de construire une machine à faire des priorités, justement, dans le développement du projet d'action stratégique de l'État. Donc pour répondre aux soucis de réorganisation, pour répondre aux soucis aussi d'efficacité et d'optimisation des moyens. L'axe 1, ils sont équivalents, hein, ces axes de travail. J'aurais pu mettre le 1 en 4, le 4 en 1, mais c'est un premier axe. C'est l'accompagnement des mutations économiques, du développement territorial et de l'emploi. Vous savez que dans l'espace public européen,
nous avons des orientations qui sont des orientations stratégiques. Ça a commencé avec ce qu'on a appelé la piste de Lisbonne, puis ensuite ça a été renforcé au fil des années, et qui correspondent finalement à une ambition de construire une société de la connaissance, une société à très forte valeur ajoutée, qui permette à l'économie d'être une économie durable dans une concurrence de l'économie globale, renforcer une concurrence territoriale ou régionale d'une région économique à une autre. Dans cette compétition-là, la France connaît depuis de nombreuses années des mutations économiques fortes. On vient de redécouvrir encore cela au travers de l'épisode de crise que nous traversons. Et ça se traduit localement par des difficultés de conversion, des difficultés pour les entreprises qu'il serait inacceptable que l'État n'accompagne pas avec une boîte à outils, qui est une boîte à outils au départ assez diversifiée, mais qui va se concentrer sur cet objectif, bassin d'emploi par bassin d'emploi, dans des bassins d'emploi parfois vieillissants, d'avoir la valorisation maximale des compétences et de la capacité de travail au soutien des entreprises. On a jusqu'à l'entrée dans la crise connu dans le département des difficultés autour de la filière et des filières de construction LSTX de recrutement. On avait un plan qui a été mis en place territorial de recrutement pour le besoin des entreprises. Les personnes ne trouvant pas par elles-mêmes le chemin de l'emploi. Ça implique ces différentes instances de services au plan régional, départemental et infradépartemental. Le dispositif régional comprend la direction des finances publiques, qui regroupe les anciens services du Trésor et qui avait toujours la compétence d'accompagnement de l'économie, ne serait-ce que par la simplification ou le suivi et l'accompagnement des situations fiscales, économiques et sociales des entreprises. La directe, c'est notre ancienne DRTEFP, Direction régionale de l'emploi, combinée avec la direction de l'industrie dans sa partie économique, et secrétaire général aux affaires régionales, on a déjà parlé. On retrouve évidemment à l'échelon départemental le relais, et à l'infradépartemental, ce sont les sous-préfets qui animent le service public de l'emploi dans les bassins d'emploi. Donc, les préfets et les sous-préfets suivent et proposent un certain nombre de mesures d'accompagnement des mutations économiques dans une boîte à outils, qui va du contrat aidé en passant par les accompagnements des projets territoriaux sous les différentes formes. Ça peut être des questions de procédure, d'urbanisme, jusqu'aux questions de soutien économique sous la forme de subventions ou d'aides. On voit ici apparaître les programmations régionales des aides à l'économie, à l'emploi et au développement sous toutes leurs formes. Certaines sont connues, d'autres moins. Certaines sont, d'une manière générale, on a su beaucoup faire appel au soutien des investissements et des équipements, un peu moins que d'autres pays européens, au Fonds social européen qui accompagne le développement des personnes. Mais tout cela dispose d'un ensemble convergent d'énergie sur le terrain. La hiérarchie s'organise dans la logique projet entre un service public de l'emploi au plan régional, un service public de l'emploi au plan départemental et des services publics de l'emploi locaux qui font des revues de projets et de dossiers.
et la gouvernance se fait au niveau du préfet. Donc voilà un premier axe de travail qui va évidemment englober dans le même logique de confrontation des priorités toute autre sorte d'aide, notamment au plan départemental. Nous avons ce qui apparaît derrière les sigles DETR, une dotation à l'équipement des territoires ruraux qui combine deux modes de subventionnement qui allaient aux communes et aux collectivités, enfin aux intercommunalités jusqu'ici, sans forcément de lien avec l'économie. Voilà, on a comme ça pendant des années subventionné des centres aquatiques, des salles polyvalentes. Il y avait à chaque fois une génération. Il y a eu des générations de golf. Il y a eu des générations. On n'avait pas de priorité puisque la DETR et l'ancienne DGE ou DDR des préfectures étaient en fait dans une relation assez spécifique de la préfecture hors économie, je vais dire hors emploi, hors sujet de priorité sur les mutations économiques. Simplement sur l'accompagnement du développement territorial. C'est pas pour ça qu'on va pas le faire demain ou qu'on n'aidera pas les collectivités à faire de l'investissement ou de l'équipement pour leurs écoles, mais dans l'ensemble des aides aux collectivités, on va regarder, avons-nous fait le job sur les mutations économiques et le développement territorial pour l'emploi? Sommes-nous au rendez-vous de cet impératif? Et donc, dans cet axe 1, il va y avoir dans une zone que je qualifie de grise, c'est-à-dire celle qui n'est pas écrite ici, mais qui relève de tous les éléments d'animation de l'activité, au sens large, eh bien, du tri à faire. On peut avoir aussi toutes sortes d'activités qui sont accompagnées, qui ne sont pas des supports d'emploi, qui ne sont pas des supports de développement, et qui ne sont pas des supports de développement des bassins, dans la valorisation des personnes et sur le chemin d'une société de la connaissance. Il y a plein d'autres choses. Je citais le subventionnement des piscines. Et il va falloir faire des priorités si jamais on a une réduction de moyens. Donc dans un premier temps, sur cet axe, le terrain reste complet à l'ensemble des interventions. Si on doit faire des priorités, on se désengagera d'un certain nombre d'éléments de subventions à des activités qui sont des activités associatives ou des activités. Ça peut être éventuellement des subventions à des activités culturelles. Ça peut être voilà, il faut faire des priorités. Sauf si la culture se croise avec l'économie, ce qui est tout à fait possible, et que on a un vrai projet qui est un projet de soutien à de l'emploi durable. Évidemment, dans cette logique, on développe une stratégie de valorisation des personnes en 3 étapes. Retour ou acquisition d'une activité, c'est un premier mode d'insertion, on pense au chantier d'insertion, à ce genre de choses. Le retour à l'emploi, ça peut être de l'emploi précaire, et l'acquisition d'une activité ou d'un emploi durable, c'est-à-dire celui qui appartient au monde économique qui tient dans la concurrence internationale, les emplois qui sont dans ces grappes d'entreprise d'activités industrielles ou technologiques à valeur ajoutée suffisante pour tenir dans la concurrence internationale. Ça peut être aussi la part d'économie qui est l'économie foraine. Deuxième axe de travail, les questions. La diapositive n'a pas été modifiée. On est dans des sujets qui sont des sujets que j'attaque sur le fond. Là, voilà, je vais pas corriger la première, peu importe les services qui participent, mais c'est tout ce qui concerne la personne, intégrité des personnes. On peut prendre le sujet en termes d'ordre public, c'est-à-dire les menaces physiques sur les personnes, celui des sécurités. On peut le prendre aussi sous l'angle qui est l'angle social ou l'angle de la dignité de la personne elle-même. Et là, on a aussi dans l'accompagnement des personnes un élément qui est un élément évidemment qui dessine un cœur de métier, urgence sociale, hébergement des personnes sans abri. Pour pouvoir accéder à l'emploi,
il faut avoir les sujets fondamentaux de santé, de logement, d'intégrité de la personne, hein, qu'elle puisse se présenter face aux autres dans une relation qui est une relation débarrassée des sujets de construction de la personne, pour qu'elle puisse rentrer en relation active avec les autres et faire sa part d'utilité sociale et économique. Il faut qu'elle se tienne debout. Donc cet axe 2 aurait pu d'ailleurs être axe 1 sur un plan peut-être plus éthique et philosophique, mais il est là sur le sujet, bien réaffirmé comme un radical d'activité de l'État qu'il serait effectivement inacceptable de ne pas conduire à son terme. D'ailleurs, quand il y a des débordements en matière d'ordre public ou des sujets d'urgence sociale non traités, c'est immédiatement une revendication qui est tournée vers le préfet. On peut penser aussi aux risques technologiques, on peut penser aussi à tous ceux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la personne humaine, aux inondations et autres catastrophes qui mettent en cause la sécurité civile des personnes. L'axe 3 est un axe qui correspond à un autre, au deuxième, on va dire, grand engagement international de la France, qui est celui du développement durable et de ce qu'on a rappelé à Göteborg et bien avant. Donc on a là, au plus près du terrain, la construction d'un certain nombre d'arbitrages préfectoraux en matière d'utilité publique, puisque sur les enjeux et les grands enjeux du développement durable, nous ne sommes pas dans une logique qui est une logique comme antérieurement monophasée sur la défense et la protection de l'environnement, mais sur une logique triphasée qui consiste à rendre des arbitrages entre l'usage, l'environnement, les questions de société, de comportement mais qui renvoie à la culture, qui renvoie à l'organisation institutionnelle ou politique, et les questions évidemment d'économie, puisque qui dit développement économique peut dire conciliation nécessaire avec l'environnement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire les trois à la fois. C'est pas d'en faire un seul. Et donc le grand objectif du projet de service, c'est de réussir à arbitrer, et c'est en ce sens qu'on arbitre l'utilité publique au quotidien, de démêler en fait les chevaux entre ce qui doit être la question environnementale, la prise en compte des sociétés et l'organisation de l'économie. Dans la crise que la pêche a vécue, par exemple, il y a un vrai modèle à transformer. La pêche était une logique de chasse, et reste d'ailleurs une logique de chasse. Quand vous êtes chasseur, vous êtes dans un territoire de chasse qui vous appartient. Vous n'avez pas un comportement qui est un comportement autre qu'un comportement de prédateur à l'origine. Ça, c'est le sociétal. Le modèle, qui est le modèle aujourd'hui de compatibilité entre l'activité économique de pêche et l'environnement, le développement durable, impose de reconcevoir un compromis entre la logique de développement des prélèvements et la maîtrise de leur impact environnemental. C'est une impulsion régionale, je donne cet exemple, mais il est vrai dans les différents comportements. On pourrait prendre l'éolien, par exemple, une impulsion régionale, une revue de projet départementale qu'on anime régulièrement pour pouvoir tenir en fait le faisceau de procédures qui parfois fait obstacle à lui tout seul à la bonne avancée du projet, et puis une gouvernance sous l'autorité du préfet. J'ai vu qu'il y avait des sujets sur
le Coderst et autres, c'est dans cet axe-là qu'on trouve, et l'animation de ces arbitrages, qu'on trouve le recours aux instances du comité départemental de la nature et des paysages et des sites, et puis le recours au Coderst, puisque ces arbitrages sont éclairés par la rencontre entre un certain nombre de représentants des différentes instances d'usage économique, environnementale et sociétale. L'axe 4, c'est celui de la modernisation de la gestion. Il est complexe, il est technique. J'ai déjà évoqué ce sujet en préalable parce qu'on a peut-être commencé par là, mais nous avons, et je citerai deux points, enfin je citerai deux petites choses pour servir de point de repère. Nous avons une évolution très importante du contrôle, enfin sous la forme de mise en place d'un contrôle de gestion du pilotage de nos fonctions support. Ces fonctions support se sont dotées des outils modernes par le biais du contrôle de gestion, mais aussi par le biais des systèmes d'information. On parle de Chorus, on parle d'autres éléments. Donc on a une vraie modernisation de notre suivi de gestion par l'amélioration des fonctions support de gestion. On a également, dans ce contexte, un vrai chantier ouvert d'animation de nos fonctions ressources humaines. Elles sont à la fois celles qui sont les plus précieuses dans le développement du service public et en même temps celles qui sont les plus coûteuses. Donc pour nous, c'est un point qui est un point tout à fait stratégique que d'en assurer le suivi en correspondance avec notre projet de service pour être bien sûr d'avoir les moyens là où on doit tenir les rendez-vous du service public. On a par ailleurs sur un certain nombre d'autres fonctions support comme les fonctions immobilières qui sont également très stratégiques dans le développement des coûts, mis en place des fonctions de pilotage. Le préfet est venu et s'est saisi d'une fonction de pilotage de l'immobilier qui a abouti à des résultats de ce point de vue assez spectaculaires. Je citerai la mobilisation qu'on a réussi à faire d'un certain nombre de sessions pour générer pour les nouvelles directions des espaces de travail modernisés et donc beaucoup moins coûteux. C'est la participation de l'État et l'achat par l'État de 10 000 mètres carrés au tripode dans un immeuble BBC qui fait gagner, où on implante la DREAL, la nouvelle DREAL et la DRAF, 8 implantations avant, 1 implantation après, et les économies de gestion correspondantes, les mutualisations entre services qui sont dans le même univers de travail, et un certain nombre d'avantages évidemment. Je donnerai juste un chiffre qui est que l'État opère 600 000 euros d'économie de frais de fonctionnement de services au bâtiment dans l'opération, entre avant et après. Et par ailleurs, l'ensemble immobilier est acheté par le biais de l'activation des anciens loyers externes. Et donc on a, en dehors de l'achat de départ de 15 millions d'euros, le montage d'un crédit bail immobilier, qui est une solution un peu innovante et qui permet, au lieu de mettre 1 million de loyers dans à l'extérieur, donc en pure dépense, de remettre 1 million de loyers, l'équivalent, dans le crédit bail, et au bout de 20 ans d'être propriétaire au lieu d'être locataire. Donc ces éléments-là sont des éléments évidemment qui, comme pour la gestion, doivent nous servir à porter un service public et un service public de qualité. Donc le développement à la fois
de la liaison entre ces fonctions support, c'était l'immobilier et le projet de service, la compatibilité et la mise en cohérence des deux est très importante à opérer. Il n'y a pas que le souci de faire des économies, il faut que ça puisse répondre aux objectifs du projet de service. Et le développement de la logique de performance et le suivi qualité, qui est évidemment une des garanties que en menant la réforme et en menant l'axe des économies, on reste bien dans un standard de service resserré sur un cœur de métier et dans un standard de service de qualité. Voilà, j'en ai terminé, je crois. Le reste, c'est les moyens de l'animation territoriale qui sont rappelés ici sous les différentes sous les différentes rubriques, mais je me tiens prêt à répondre à vos questions. Évidemment, ce cœur de métier laisse une zone grise qui est que tout ce qu'on n'a pas évoqué là se retrouve néanmoins sur chacun des axes de travail rattaché à une priorité de cœur de métier et peut, s'il y a arbitrage, faire l'objet d'un redéploiement des moyens potentiellement. Moi, j'évalue à peu près à 30 à 40% des moyens actuellement déployés par l'État, le besoin de financement de ce cœur de métier. Ça veut dire qu'il y a 60% encore de soutien à d'autres activités dans les mêmes axes de travail, animation du développement territorial ou les autres axes de travail qu'on a vus. Mais il y a potentiellement, dans cette zone grise, évidemment, en fonction de ce qui nous sera donné comme moyen, la possibilité de constater des redéploiements, c'est-à-dire des désengagements dans l'action qui est conduite, qui peut avoir certains intérêts. L'État était généraliste, il se replie sur un cœur de métier, potentiellement à terme. Il y a pour l'instant une partie intermédiaire qui nous permet quand même de continuer à ratisser pratiquement à l'identique de ce qui était antérieurement mis en œuvre. Merci pour cette intervention. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. J'en ai moi quelques-unes. Mais je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Donc Michel Jouvet. Merci. Vous avez évoqué les zones grises. Pour moi, il y a une zone noire sur laquelle je voudrais que vous répondiez, où vous nous apportiez des éléments de compréhension. C'est toute l'articulation avec les collectivités territoriales. Comment ça se passe je veux pas développer plus longtemps ce point-là, mais ça me semble, pour moi, c'est dans votre exposé, qui est de qualité, cela me semble une zone noire. Alors, on va prendre peut-être 2 ou 3 questions. Didier Hude. Bon, ça rejoint ce qui vient d'être dit à l'instant. En fait, mais je vais développer un peu. Je vais faire court, mais je vais développer un peu. On est en fait après 2 actes de décentralisation et le poids des collectivités est maintenant, en termes de puissance économique, à peu près le même que celui de l'État. Donc il y a un rééquilibrage qui, depuis la décentralisation Raffarin, en fait, est en train de s'opérer. Et on ne peut plus, dans un modèle qui est le modèle des services publics à la française, penser que l'État, alors qu'il a de moins en moins de puissance d'intervention par rapport aux collectivités, peut continuer à assumer ses choix avec de moins en moins de moyens. Et moi, je reconnais votre franchise sur le sujet. On est bien dans une phase d'ajustement européen, et cet ajustement européen qui est décidé nécessite bien évidemment qu'on ait une forme de rigueur et de cohérence. Et comment peut-on, alors que les services de l'État sont en train de perdre en moyens d'intervention, parce que
contrairement à ce que vous pensez, moi j'ai une lecture un peu différente. C'est-à-dire que quand vous dites que l'État était généraliste et qu'il se replie sur un cœur de métier, le cœur de métier, en fait, c'est les fonctions régaliennes. Vous n'avez d'ailleurs pas parlé de l'éducation nationale du tout dans votre propos, qui représente une masse considérable et qui est elle aussi un enjeu et que peut-être vous mettez dans les zones grises, ça je ne sais pas. Et finalement, on est bien sur une préparation d'un acte 3 de la décentralisation. Et je pense que la RGPP, d'ailleurs, est principalement une phase qui prépare cet acte 3. Et quand on voit les interventions de l'Association des régions de France, qui vont d'ailleurs dans ce sens-là, on voit bien que les choses sont en train de s'écrire. Quand on voit aussi, à échéance 2014, la probable réorganisation des régions et des départements, l'articulation qui est préparée, on voit bien que là aussi, il y a quelque chose qui va dans la même cohérence. Donc, il y a quelque chose là qui me semble, qui devrait mériter un peu de développement. Et puis, je crois aussi que il y a un aspect qui n'est pas vu. Vous n'avez pas employé le terme, bien évidemment, c'est que ce repli sur le cœur de métier, tel que vous le dites, signifie aussi qu'il faut penser à la manière dont on organise les délégations de services publics. Parce que les services publics ne sont pas partout. On fait le grief en ce moment d'indiquer que, alors que l'État se désengage, les collectivités, elles, sont en train de recruter plus de fonctionnaires. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde un peu la qualité de l'emploi qui est créé. Et il me semble là qu'on a certainement loupé quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est la manière dont on construit des délégations de services publics qui sont en train de se mettre en place parce que forcément il y a des opérateurs privés qui prennent la suite. Bon, alors on a deux questions là. Je pense que on va. Celle-ci, ça vient d'alourdir assez clairement. Et peut-être avant de poursuivre quand même rapidement, et puis peut-être je compléterai sur ces sujets au regard des questions qui pourraient venir, mais sur le sujet du périmètre de mon propos, que personne ne se méprenne. J'avais dès le début évoqué l'univers de l'éducation nationale. J'aurais pu évoquer aussi tout cet univers que j'ai juste montré sur l'écran, qui était celui de la DGFiP, de tout ce qui est le fisc et le trésor. Ce sont deux univers qui, dans le décret, échappent au préfet. Donc moi je me suis concentré effectivement sur l'univers préfectoral d'animation. C'est pas pour ça qu'il n'existe pas ces deux univers et qu'ils sont aujourd'hui dans l'action territoriale de l'État extrêmement puissants et maintenus. Là pour le coup, il n'y a pas de changement ni de réorganisation, si ce n'est du point de vue de la gestion. Ils sont dans leur logique de projet, l'un sur les sujets de comptabilité publique et de fiscalité, l'autre sur le sujet de la pédagogie et de l'enseignement, plein et entier, si je puis dire. Je rajouterai dans ce rappel de mon périmètre que je n'ai pas du tout non plus évoqué la santé, parce que la santé, c'est devenu une agence aujourd'hui qui s'organise. Alors c'est pas pour ça que le préfet n'a pas la possibilité, dans le croisement entre les sujets de santé, les urgences, les sujets qui sont les sujets de protection des personnes, les sujets de mobilisation de l'administration de la santé dans les crises, etc., la main sur la santé, mais on est organisé de ce point de vue un tout petit peu différemment. L'organisation là est connue. Ça serait l'objet d'une conférence en soi que d'évoquer ces sujets d'éducation, de trésor de santé. Pour revenir sur le repli, moi je dis simplement, pour moi je ne le vis pas ni comme un repli, ni comme un désengagement, mais simplement comme l'affichage d'un certain nombre de priorités. On peut pas tout faire, comme vous l'avez dit très justement, parce que je suis complètement d'accord avec Didier dans toute la partie diagnostic. C'est simplement la forme ensuite de conclusion qui nous amène à différer. On n'est pas dans une logique de désengagement ou de repli, mais simplement de dire quel est notre métier exact. Après, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire que le régalien en tant que tel, le jour où
on se donne pour objectif de valoriser le parcours des personnes et les compétences dans les bassins d'emploi. C'est des endroits où on investit. Donc là, on n'a pas une logique de repli, on a une logique d'investissement. On va redéployer des moyens pour avoir des fonctions de pilotage qui diffèrent, puisqu'on est en mode projet. Par exemple, sur la conciliation des usages, on a renforcé les équipes qui sont les équipes régionales. Donc on a créé, à la suite du Grenelle, dans les sujets d'arbitrage du développement durable, 30 emplois supplémentaires de cadres de très haut niveau. Donc là, on n'est pas dans le domaine du repli, on est dans le domaine de l'engagement au contraire. Donc pour moi, dans la réorganisation, autant on est par paliers successifs, autant on est en difficulté pour le faire du jour au lendemain, autant on est probablement dans les ajustements et les systèmes itératifs. Autant il me semble que le cap est clair, on est dans le fait de dire ce que nous sommes au minimum, à minima, et de laisser dans l'ajustement de la discussion institutionnelle et nationale les arbitrages qui sont les arbitrages de savoir s'il faut faire en plus ceci ou en plus cela. On a eu puisque tout ça s'est accompagné, on a essayé de le faire en tout cas d'un dialogue social un peu transverse. On a eu des discussions sur et demain, quel sera l'investissement et l'action de l'État en matière, dans les champs de la jeunesse et des sports. Moi, le seul élément que je peux dire, c'est que sur le plan de l'approche et l'accompagnement de la personne, on a au départ un État service public à la française, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a probablement un État très généraliste qui a une approche globale de la personne et qui dit dans ce développement-là, il y a les activités sportives si demain je regarde ce qui s'esquisse, j'ai une urgence sociale à préserver. La priorité peut se faire par un redéploiement de moyens qui seraient les moyens antérieurement déployés dans des secteurs qui relèvent plus du développement de la personne pour se concentrer sur celui très précis de l'urgence sociale notamment. Mais on sait quel est notre cœur de métier. Il n'est pas spécialement régalien. Faire de l'urgence sociale, c'est pas plus régalien qu'autre chose. Ce qui est régalien, l'ordre public est régalien. L'urgence sociale n'est pas de fondation régalienne. Il y a des pays dans lesquels les républiques sont pas à ce point dans une logique de proposer à chacun un habitat décent en période hivernale. On a donc un standard de service qui est très présent, qui amène dans un certain nombre de secteurs des renforcements et dans d'autres des arbitrages potentiellement en retrait. Pour nous, c'est bien la zone grise puisque on n'est pas aujourd'hui en mesure de voir comment on s'articule avec les collectivités de manière définitive. La décentralisation chemine depuis le début des années 80. Chaque année, on se repose la question. Ce que je sais, c'est que on a écrit récemment en haut de la Constitution que les collectivités s'administraient librement, qu'elles devaient avoir un champ de compétences, etc. Et que dans cette dernière partie de la décentralisation, on est plutôt dans le fait de savoir qui s'occupe de quoi et de construire un peu des univers moins partagés qu'antérieurement, en tout cas beaucoup plus consolidés avec des collectivités qui sont matures en ce sens qu'elles prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne des personnes. On est plus dans l'urgence et dans l'exception. Je crois que ça correspond aussi à la demande sociale. On nous attend pas forcément partout aujourd'hui, en tout cas le citoyen et le contribuable nous entendent pas forcément partout. Alors, je vais peut-être reformuler la question qui a été posée sur l'articulation avec les collectivités, qui a été reposée d'une certaine manière en disant décentralisation acte 3. Est-ce que quelque part, ce que vous appelez la zone grise, c'est pas une zone sur laquelle l'État
ne dit pas clairement ce qu'il veut faire, en espérant que les collectivités vont en prendre la responsabilité, si je puis dire, et du coup décharger d'une certaine manière l'État de ses missions que vous mettez dans cette zone grise, quoi. Enfin, je la formule comme ça, cette question, mais je sais pas si je me fais bien comprendre. Ah oui, très bien. Moi, ce que je sais simplement, c'est que la demande sociale de sécurité, sous tous ses aspects, augmente. Et qu'on se retourne toujours vers le même, vers le préfet, en disant « Mais attendez, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. » S'il devient inacceptable pour le citoyen contribuable qu'on ne fasse pas ci et ça, à ce moment-là, avec des volumes budgétaires qui n'ont pas décru en valeur absolue, on va se retrouver avec une nécessité de faire des priorités. Donc on se porte prioritairement sur l'ensemble des activités. On n'a pas une stratégie, d'ailleurs qui pourrait l'avoir, qui consiste à se désengager d'un certain nombre d'endroits, parce que à la réalité, les services, tant qu'on vient pas leur dire d'arrêter de faire, ils continuent de faire et à réclamer des moyens pour faire. Donc on a une machine à maintenir, qui est la logique de service. Et la logique de projet vient petit à petit dessiner les contours des endroits où on doit maintenir des éléments. La seule difficulté, c'est que nous ne sommes pas avec une demande sociale constante. Nous sommes avec une demande sociale croissante. Alors cette demande sociale, elle peut revêtir différents aspects, mais si vous regardez l'environnement par exemple, dans les 15 dernières années, la demande sociale a cru de manière extrêmement forte. Et non seulement la demande sociale française, mais la demande sociale au plan international, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a été amené, et on est amené, à renforcer les moyens pour être au rendez-vous de ce que le citoyen estime qu'il est inacceptable que l'État ne fasse pas. Et ça, cette liste, elle s'allonge. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais elle s'allonge. Et elle s'allonge tous les jours, d'ailleurs, avec, sur un certain nombre d'aspects, je vais aller volontairement sur un sujet qui est l'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'ensemble des pays européens, aujourd'hui, il y a, par le fait des recours et de la jurisprudence, de plus en plus de décisions de justice qui nous demandent de garantir un standard d'accueil, y compris avec des caractéristiques d'hébergement, etc., des demandeurs d'asile. Et même de plus en plus tôt, au moment où ils arrivent sur le territoire européen. Donc on est dans des logiques qui sont des logiques extrêmement coûteuses en moyens, mais qui sont incontournables. Et donc, si on doit faire ça, il faut bien que on soit au rendez-vous. Et d'un autre côté, on a des équilibres économiques à trouver qui font que l'État ne peut pas pomper dans la poche du contribuable national, d'autant que le contribuable local est simultanément sollicité pour que les collectivités fassent correctement ce qu'elles souhaitent faire. On avait antérieurement, par exemple, il faut le dire parce que c'est un constat, une façon un peu moins appuyée d'entretenir les bâtiments scolaires. On a vu que les bilans qu'ont fait les uns et les autres après le transfert de la décentralisation a amené les collectivités à faire un travail de fond sur le patrimoine, à mettre à niveau ce patrimoine, je dirais dans un standard qui n'était pas le standard antérieur. On a progressé, il faut bien le financer. Donc simultanément, le contribuable local demande, le contribuable. Et cette zone grise, c'est peut-être une zone dans laquelle, venant d'un univers dans lequel on disait l'État avec un grand A, État et collectivités doivent tout, et maintenant on va peut-être être obligé de les uns et les autres faire des choix. C'est-à-dire, il y a certains éléments qui, le jour où les collectivités n'ont pas l'absolue nécessité de le faire et l'État n'a pas l'absolue nécessité de le faire, vont peut-être disparaître en tout et pour tout. Et donc c'est là qu'il faut essayer de changer peut-être de paramètres de réflexion. C'est le contour du service public qui, d'une manière générale, toute collectivité publique confondue, est en train d'évoluer. Vous disiez qu'il y avait un standard européen, je crois qu'il y a un standard européen. Ok, alors on a deux questions devant, André Hubert, oui. Jean. Oui. Ménard, Conseil de développement.
Je voudrais rappeler d'abord certains des travaux du Conseil de développement qui d'une certaine façon, vous interpellent. On a beaucoup travaillé au Conseil de développement depuis 2 ans sur le programme local de l'habitat, sur le plan de déplacement urbain, et maintenant sur le projet territorial agglomération 2030. Et on en arrive immanquablement à cette question du territoire pertinent. Finalement, quel est le territoire pertinent pour une politique publique d'agglomération? Et là, il me semble bien qu'on tombe à nouveau dans la zone blanche des compétences de l'État, qui est la définition, d'une certaine façon, des territoires. Et les textes de 2009, 2010, etc., donnent indiscutablement au préfet, au SGAR d'ailleurs, des compétences importantes en matière de suivi, de proposition et finalement de décision ou de codécision en matière de délimitation des périmètres territoriaux. Alors moi, on aimerait peut-être vous entendre sur ce que vous faites en la matière et sur vos perspectives ou la façon dont vous concevez l'évolution de l'agglomération nantaise. Jean, peut-être tout de suite. Oui, mon intervention est d'une autre nature que celle de mon voisin de gauche. Je voudrais d'abord vous donner un bon point, si vous me permettez cette plaisanterie de mauvais goût. Vous avez commencé votre intervention en disant in extenso, revue générale des politiques publiques. Bravo. Par contre, la suite mérite d'innombrables mauvais points parce que c'est complètement illisible pour un non-initié. C'est illisible. Par des sigles, hein, vous avez tendance à beaucoup utiliser les sigles. Non, mais je le dis exprès parce que beaucoup d'interventions, on est en train de passer d'une France jacobine à une France en partie girondine. À tort ou à raison, qu'on le veuille ou non, la question n'est pas là. Mais c'est l'émergence des collectivités publiques qui se trouvent investies de compétences qu'elles ont réclamées ou qu'elles reçoivent sur la tête sans les avoir réclamées. Mais à la limite, c'est le jeu normal d'une institution qui évolue, sont confrontées à ça. Et je veux dire que dans ces périodes de mutation de notre gouvernance au sens large, le point principal de mon point de vue, c'est la lisibilité. Et quand on n'a pas ça en tête, et je pense que vous l'avez en tête parce que dans votre propos liminaire, vous n'avez absolument pas abusé des acronymes, des sigles et autres abréviations, CQFD comme dit l'autre. Mais non, mais c'est vrai, vous avez eu un langage très explicite et qui m'a presque convaincu. Mais quand on voit vos diapos, mais j'essaie de me cacher sous ma chaise. Mais non, mais c'est très important cette lisibilité de l'action publique. Et la lisibilité de l'action publique, elle commence par le vocabulaire et la grammaire. Voilà. Excusez-moi de cette franchise ou de cette brutalité, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut entendre, et qu'il me fallait dire moi, et qu'il vous faut sans doute entendre aussi. Merci. Je reprends ces 2 questions et je fais amende honorable. Je vous prie de m'excuser. Mais le secrétaire général de la préfecture est tout le temps et en permanence soumis à des procédures. Je suis quelqu'un de l'ombre, plutôt technocrate, avec des tas de décisions. Et c'est difficile pour moi en même temps de me départir, en fait, de cette vision qui est une vision administrative et juridique qui fait pour une part, la grandeur de notre administration parce qu'elle est précise. Elle renvoie à des structures, à des délégations, à des choses précises en droit et en administration, mais qui fait aussi sa faiblesse puisque elle est, comme vous l'indiquez, peu lisible et peu communicante. Il va falloir, dans la logique de projet, devenir beaucoup plus communicant. Et nous avons une marge de progrès très importante.
que je vais m'employer petit à petit, y compris sur moi-même, à résorber et à parcourir. Moi, je retiens tout à fait votre observation. On se le dit souvent aussi au sein de l'administration. La question de M. Ménard, c'était sur les territoires de projet. Sur les territoires de projet. Et les visions qu'on peut avoir, ou que le représentant de l'État, qui est le préfet, que je ne suis pas, je suis son collaborateur numéro 1, mais je ne suis pas le préfet, qu'un préfet peut avoir sur un développement. Le préfet incarne l'État et donc le représente donc et développe avec les collectivités une relation qui est une relation très importante, qui est une relation à la fois de respect mutuel, chacun pour son institution, et en même temps de travail et de rapprochement pour que, au bénéfice du citoyen et du contribuable, on se trouve dans un système institutionnel équilibré. Dans ce système institutionnel équilibré, tout est fait pour organiser que les collectivités qui ont fait le chemin de constitution d'un vrai territoire de projet, c'est-à-dire qui ont atteint une masse critique et qui ont elles-mêmes réussi à s'intégrer, à se rapprocher, à créer une intercommunalité qui permet de gérer dans un bassin qui a du sens et administrer leur territoire, se sont vus dotés des moyens de le faire de manière autonome. Donc le préfet, depuis non seulement la décentralisation, mais les différentes générations de décentralisation, se retrouve dans ce contexte, non pas sur la touche, à regarder faire, mais quand même dans le respect de l'autonomie de décision de cette assemblée qui est l'agglomération, qui est le Nantes Métropole, de collectivités qui ont su s'intégrer, avoir ce qu'on appelle une intégration fiscale. Il n'y a pas d'abréviation, mais c'est technique. Et ça consiste simplement à mettre et à créer un pot commun fiscal et à reconstituer à l'échelon intercommunal le schéma républicain par lequel des citoyens ont une contribution publique qu'ils mettent dans un pot commun qui est orienté et organisé et redistribué par une assemblée élue, et s'ils sont pas contents, ils votent pas pour les mêmes la fois d'après. Donc c'est un système qui est un système à la fois démocratique, répartiteur, et qui fait le fondement de notre République. Pour que toutes les collectivités puissent avoir ce même équilibre et nourrir ce même équilibre institutionnel, nous avons conservé un regard national sur la régularité de leur organisation. Et c'est là que le préfet retrouve une articulation mature avec ces collectivités, non pas en les considérant comme des collectivités qui doivent être contrôlées au motif qu'elles feraient des turpitudes, mais comme des collectivités qui doivent être accompagnées pour avoir à côté d'elles un cadre national qui répond à leur équilibre institutionnel et leur autonomie. Donc on est là dans une première relation à se dire, est-ce que les collectivités, la collectivité au cas de l'espèce, a les outils qui lui permettent de faire. Et on a donc un rôle d'accompagnement institutionnel important. Il y a eu récemment la constitution d'un service public sous une nouvelle forme, un service public local administratif pour opérer des aménagements. Et donc cet outil-là, on en a accompagné la naissance et la construction administrative et juridique. Et donc dans tous les endroits où la collectivité s'aventure dans des formes innovantes de compétences ou d'organisation, l'État est aujourd'hui au rendez-vous. L'État est facteur de solution dans les autorisations et les procédures en matière et d'accompagnement, évidemment, dans la résolution des déclarations d'utilité publique, puisque la collectivité a besoin
de l'État pour aller accompagner l'identification de l'utilité publique d'un certain nombre de projets et vérifier qu'ils correspondent aux normes qui sont les normes inscrites dans la loi. Là aussi, on est facteur de résolution, facteur d'accompagnement, facteur de solution administrative. Et enfin, on accompagne par la contribution nationale qui peut soutenir un certain nombre de projets. Dans cette vision-là, nécessairement, l'État est aussi acteur pour ce qui concerne la grande échelle, l'échelle régionale, interrégionale, puisque l'État va être partie prenante de grands projets structurants comme le déplacement de l'aéroport, comme des sujets qui sont des sujets d'organisation et de construction des équilibres à la grande échelle territoriale, le SCOT, ou d'autres éléments de planification et d'aménagement qui servent de cadre ensuite de résolution à un certain nombre de... La DATAR, c'est ça. DTA. Alors la DTA, qui est la directive d'aménagement du territoire, tout à fait existe. Elle nécessite, alors comme d'autres schémas, il y a un autre schéma très important qui est le schéma de développement et d'aménagement, de gestion, le SDAGE. De gestion de l'eau. De gestion de l'eau. De gestion de l'eau. Merci, le schéma directeur. Voilà, je cherchais le deuxième acronyme. Et donc ce schéma qui est très structurant, comme le schéma d'aménagement de la directive territoriale, l'État regarde aux nécessités éventuelles de le faire évoluer, de trouver l'adaptation, et puis travaille avec les autres collectivités qui ne sont pas forcément Nantes Métropole pour pouvoir tenir les grands enjeux du développement. Et là... Bien. Voilà, alors il y a quelques questions en attente. Oui, Annick. Alors je ne sais pas si... Je ne peux pas tenir le micro parce que j'ai des difficultés à droite, mais je voulais vous dire que... à la main droite, oui. La question, je ne sais pas si on est dans la zone blanche ou pas. Nous sommes des citoyens à une vie associative qui portent des projets importants. Et à ce sujet-là, justement, nous y avons réfléchi. Et comme j'ai des difficultés de tenir le micro, je vais passer le micro à mon jeune compagnon là, qui a plus de force que moi. Voilà. Moi, je voulais revenir sur les enjeux environnementaux, notamment, nous, on a un peu peur, et c'est un petit peu le cas à l'heure actuelle, du manque de présence sur le terrain des agents de l'État. Je pense notamment à la police de l'eau. Nous, on constate régulièrement la loi sur l'eau, qui est quand même pas une mince affaire chez nous, et peu respectée, voire complètement bafouée. Et bon, ça passe par des destructions de zones humides, des pollutions graves, etc. Et on voit que sur le terrain, ça reste impuni ou très peu suivi. Quand il y a des condamnations, ça reste dérisoire. Donc, je voulais savoir quels sont les moyens de l'État pour assurer une présence de ces services, pour une application stricte et égalitaire de la loi sur l'eau notamment. Allez-y, il y a une autre question. Ah oui, pardon, Monsieur Brouard et ensuite Jacques Dago. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que la fin là, en effet, l'intervention de Monsieur là est intéressante dans la mesure où on a eu un exposé assez comment dire, mais c'est pas péjoratif, mais bureaucratique au sens le plus noble qui soit par contre. Avec ce que nous ressentons peut-être plusieurs ici, à dire que quand on parle de changer du service au projet, par exemple, quand on veut changer les attitudes entre une administration de service et des gens qui seraient engagés dans un projet, ça signifie, si on veut pas un jour ou l'autre se casser la figure, que les gens participent vraiment à ce projet, à quel que soit le niveau. Et
Et ça commence justement là. Je comprends très bien que vous êtes dans un univers où les sigles vous parlent à bloc, et donc ici, c'est pas sûr. Moi-même, j'ai abandonné depuis 8 ans là, et j'ai pas retrouvé tous mes sigles. Tu vois, bon. Alors bon. Donc c'était ça l'intervention, c'est que c'est important ici que, y compris vous-même, mais c'est normal, hein, chacun d'entre nous, cette participation des gens au projet. C'est important parce qu'on le voit aussi à travers la qualité dans les entreprises. Par exemple, toute la démarche qualité dans les entreprises, moi je l'ai vécu au niveau de l'éducation nationale, entre autres, dans la formation des adultes. On a fait des progrès, certes, mais on a perdu en ligne beaucoup de choses qu'on avait avant parce que les gens, on n'avait pas les moyens, entre autres, des belles affichages formels qu'on avait. Et donc ça, c'est ça, quand on met les gens en situation de grand écart, autrement dit, de faire de la qualité en période de guerre, hein, on fait pas de la qualité en période de guerre. Donc, si on doit restreindre les moyens, faut le dire officiellement, faut pas, et puis il faut savoir en effet quelles sont les vraies priorités. Si on laisse les gens dans la rue, etc. Et puis par contre, on fait certains investissements et qu'on n'en a pas. Voilà. Donc il y a des choix politiques à ce moment-là. Mais en effet, le grand écart entre le projet qui vient de l'Europe et qui est valable, à mon avis, personnellement, mais qui se décline après en projets étatiques, régionaux, etc., mais dont les citoyens n'ont pas vu ni l'émergence et qu'ils sont, dans le meilleur des cas, à dire c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, après, ça fait un... Merci, je crois qu'on a bien compris la question. On va essayer de faire assez court, parce qu'il y a encore quelques questions à remonter. Je vais demander à monsieur le secrétaire général de faire également concis dans sa réponse. Il y a une question pour nous de... On prend une question ? Non, il y a une question de vécu, là, parce que le jour où vous nous indiquez que la loi sur l'eau est régulièrement ignorée, totalement bafouée par certains, bon, on vit pas les choses comme ça, hein, donc... on a, c'est pour mettre un peu de piment dans le débat. Non, mais je le comprends très très bien parce que on ne voit pas tous les trains qui arrivent à l'heure ou les contrôles qu'on a procédés. On a au contraire, alors ça pour le coup, c'est une de nos priorités importantes. Hein, on a sur le bon état de l'eau vraiment un gros paquet de moyens qui est mis. Alors après. C'est sûr que dans l'univers pénal, le suivi des conséquences lorsque on dresse procès-verbal est quelque chose qui peut mettre un certain temps avant que nous qui voyons les priorités administratives, la justice elle-même y voit une priorité à suivre. Dans chacun des départements là, où j'ai été amené à administrer, celui-ci et puis le Finistère, on a eu un temps de travail avec la justice pour pouvoir traiter de la suite qui est donnée aux procès-verbaux. Mais c'est vrai que spontanément, l'État, dans sa version, enfin dans son compartiment judiciaire, ne priorise pas l'environnement, et donc il faut vraiment qu'on affiche une vraie politique concertée avec les procs, pour les procureurs de la République, pour qu'on puisse à un moment appartenir, vivre le même projet et réussir à obtenir les mêmes les suivis nécessaires. Pour la partie amont. Moi, je peux trouver un certain nombre de témoignages, peut-être qu'il n'y en a pas dans la salle, mais très facilement, de personnes qui trouvent que on est extraordinairement casse-pied. Maintenant, tous les dossiers qui sont les dossiers d'urbanisme sont passés au crible des zones humides. Il y a par exemple une zone qui est une zone d'activité sur Nantes, dans laquelle il y a des projets, notamment celui d'IRT. Au centre de cette zone, qui n'était pas spécialement classée comme zone humide, il y a eu pendant quelque temps un arrêt de l'exploitation agricole. Il s'est développé une humidité,
Et à partir de là, la dernière procédure qu'on a fait sur cette zone loi sur l'eau a été draconienne sur la compensation, l'identification de la zone humide. Donc on est là dans des politiques qui sont des politiques réaffirmées, avec un objectif qui est un objectif de résultat du bon état de l'eau et de la gestion de l'eau en 2015, qui est aussi sur le volet des installations classées pour la protection de l'environnement, des autorisations de rejet, etc., fait l'objet d'un très gros travail administratif. Il y a une mission interservice de l'eau qui réunit très régulièrement, sous l'autorité du directeur départemental des territoires et de la mer, et qui donc a dans son administration les différents spécialistes et experts qui avaient autrefois répartis entre l'agriculture et qui sont là au travail sur ces procédures. On a par ailleurs au comité, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de l'acronyme CODERST, au comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, un cercle avec les associations, avec un certain nombre de parties prenantes, ça c'est aussi un point nouveau, des points très réguliers sur ces sujets, pour voir ce que deviennent les autorisations qu'on octroie et la manière dont on met en œuvre. Donc c'est une très grosse activité. C'est pareil en commission des sites, ou sur un certain nombre de zones, là pour le coup, protégées. On étudie l'impact des différents projets. Là aussi, on a une représentation associative. Et donc, on est en marche vers le fait que non seulement l'administration, mais au-delà, un certain nombre d'associations et d'acteurs de la société civile se trouvent associés à des enquêtes, à des procédures qui sont des procédures par lesquelles la résolution des conflits d'usage du développement durable, comme je l'indiquais, est à l'œuvre aujourd'hui. Donc ça a du sens, ça développe un partenariat, sauf que on n'est pas sur le seul axe de la protection environnementale, on est sur le travail de conciliation du développement. Dans le développement durable, il y a développement aussi, et ça, faut pas l'oublier. Alors sur la question de la pédagogie, de l'implication des citoyens, est-ce que vous avez un commentaire à... Alors je l'ai juste survolé en disant que les acteurs de la société civile étaient dans les deux, et des usagers étaient représentés dans les deux comités qui rendent des avis, qui sont des avis qui peuvent être dirimants sur un certain nombre de dossiers, enfin sur tous les dossiers qui sont les dossiers dits loi sur l'eau par exemple, étant au comité départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques que à la commission des sites départementales, on se trouve avec cette pédagogie organisée, c'est-à-dire que sur chaque dossier, les associations, les usagers sont instruits de la manière dont on le regarde. Deuxièmement, dans les procédures d'enquête, maintenant à chaque dossier loi sur l'eau, il y a une enquête dite enquête Bouchardot, du nom de la ministre de l'Environnement qui a proposé la mise en place de ces procédures, et qui associe la population dans ces moments d'enquête qui sont devenus pour l'ensemble des porteurs de projets des moments forts de leur projet. Et là, et aussi de la pédagogie se fait au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces enquêtes, pour lesquelles les qualités sont en progrès et constant. Ok, je ne sais pas si ça répondait exactement à la question, mais il y en a une autre là. Oui, moi simplement un petit mot pour vous dire qu'il y a des propos qui m'ont un peu choqué en tant que responsable de la folle journée de Nantes sur l'activité dans le critère emploi.
vous avez dit à juste titre qu'il fallait faire des arbitrages. Sans doute, on est obligé de faire des arbitrages d'entact, mais spontanément, vous avez tout de suite dit arbitrage, association, activité culturelle. Bon, simplement, bien sûr, et vous avez quand même pallié en disant sauf ceux qui créent des emplois stables. J'espère, et c'est tout ce que je voulais dire, que dans ces critères, vous tenez compte de l'impact indirect économique qui peut être énorme. Si vous prenez la folle journée, j'en prends d'autres, hein, ce n'est pas que celle-ci. Donc l'impact économique et indirect que représentent ces activités-là, de même que l'impact qualité de vie, qui est aussi importante aussi. Donc j'espère tout simplement que dans vos critères, ces deux critères-là sont pris en compte. Moi, je complète, j'en profite pour compléter la réponse de tout à l'heure. Voilà une posture du préfet par rapport à des sujets d'agglomération. En estuaire, on peut prendre la folle journée également. Ce sont deux manifestations sur lesquelles l'État a et projette un regard qui est un regard justement d'intégration dans les priorités et les champs d'action qu'il accompagne ou qu'il soutient au titre du développement global territorial. On l'a vu dans toutes les procédures estuaires qui sont d'une complexité redoutable. Donc à chaque fois, l'État a permis, alors qu'on est dans des zones naturelles, alors qu'on est dans des arbitrages infernaux, et on l'a fait pour estuaire d'un bout à l'autre. Hein. Moi, je me souviens aussi avec émotion des autorisations de banquets sur les plages. On a sur la folle journée, je crois aussi des accompagnements autant que faire se peut. Mais on est bien là dans le registre de ce qui, pour nous, rentre dans le développement de la société de la connaissance. Et donc, il ne s'agit pas, de ce point de vue, de refuser d'aller dans le culturel ou de refuser d'aller dans l'associatif, mais de le lier à un certain nombre des fonctions fondamentales qui pour nous sont les fondamentaux de l'organisation et de l'action publique. Dès que je peux faire ça, je le fais. Je vais me permettre de... Ah, encore une question ? Oui, en fait, mon intervention va porter sur l'axe 1, notamment sur ce que l'Europe apporte aux régions. J'ai vu effectivement dans votre diaporama, vous avez parlé du FEDER et du FSE. Et pour abonder sur un fait d'actualité, le préfet de région de l'île de Loire de l'Île-de-France qui vient d'être nommé président de l'AERTE qui fédère tous les préfets et les homologues de l'Europe. Et dans la conférence de presse qu'il vient de donner pour la 19e assemblée qui va se tenir à Paris, il a parlé du fait métropolitain, d'aborder le thème, le fait métropolitain. Si j'en parle, c'est parce que ici, au niveau du Conseil de développement, ça a été notre grand souci. Comment est-ce que nous allons faire en quelque sorte pour que Nantes soit visible au niveau de l'Europe? Connaissant mal cet organisme, est-ce que vous pouvez nous en parler et savoir en quoi ce fait métropolitain peut nous servir? Oui, sans doute, oui. Qui serait présidé par le préfet de l'Île-de-France. Mais... apparemment, nous ne savons pas exactement de quelle organisation il s'agit. AERTE. Le préfet de l'Île-de-France, M. Daniel Canepa. Ouais. Exactement, il vient d'être nommé président de cette structure. Vous avez le droit de ne pas avoir de réponse. Oui. Ils sont actuellement en Hongrie, où il remplace le ministre de la Justice dans ses fonctions, à la présidence de cette structure. Mais sur les fonctions métropolitaines, nous, on n'a pas de... Alors, on peut avoir, par l'intermédiaire de ces grands lieux de débat, des magistères d'influence. On peut avoir aussi, et reconnaître l'intérêt de ces lieux de débat, on n'a pas de liaison fonctionnelle ou institutionnelle
au travers d'instances de cette nature qui nous diraient ou nous donneraient des pistes qui nous amèneraient à avoir des postures par rapport aux faits métropolitains globalement. Je parle du corps préfectoral en France. En revanche, on est aujourd'hui toujours dans l'accompagnement, notamment au travers du schéma départemental de coopération intercommunale, des progressions institutionnelles des collectivités et notamment des métropoles. Mais là, on marche au rythme de leur progression à elles. On n'est pas dans une logique qui est une logique prescriptive. Je vais me permettre, avant de conclure la soirée, de vous poser une dernière question qui était un peu dans mon propos liminaire et qui concerne l'aménagement du territoire. Pour moi, quelque part, une des missions régaliennes de l'État, c'est l'aménagement du territoire. Alors évidemment, sans doute, il peut pas être fait comme il était fait il y a 40 ou 50 ans, ou même plus récemment, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions quand... dans le cadre de l'appel à projet Grand Emprunt, on est dans une logique de l'excellence. Alors certainement, c'est important, parce que l'excellence, c'est la visibilité au niveau international, donc c'est de l'attractivité. Mais en même temps, quelque part, on a le sentiment qu'on va, derrière cette logique de mise en concurrence des territoires, creuser des écarts qui existent déjà entre les différents territoires. Si on prend la région ouest, les résultats des appels à projets ont quand même été assez évidents sur la faiblesse des résultats. Et quelque part, ça paraît assez logique quand on est dans une compétition basée sur l'excellence. C'est vrai que Lyon est bien plus puissant, c'est vrai que Strasbourg l'est aussi, si on compare Nantes ou Rennes, par exemple. Mais on a l'impression que jamais on pourra non seulement même rattraper, mais que les écarts vont se creuser. Parce qu'on va toujours encourager les meilleurs, puisque c'est eux qui ont les meilleures bases au départ. Alors, où est l'aménagement du territoire dans cette logique-là? Il me semble on peut comprendre cette logique de l'excellence, mais elle devrait être croisée quand même par une réflexion autour de l'aménagement du territoire. Voilà. J'ai essayé de pas faire trop long, je la pose, elle ouvre beaucoup de perspectives. Je vais essayer de pas faire trop long en répondant, parce que au travers des appels à projets, on a la possibilité d'accompagner et de trouver le meilleur des territoires. Est-ce que c'est les mettre en rivalité? Est-ce que c'est les mettre en concurrence? Ils sont par ailleurs tous en concurrence économique. Donc ça ne rajoute ni n'enlève rien à cette concurrence que de faire des appels à projets. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur ces appels à projets, l'Ouest peut avoir des succès. Est-ce que l'Ouest existe? On s'aperçoit qu'il y a malgré tout de belles réussites, parce que j'évoquais l'IRT tout à l'heure. On a aujourd'hui dans l'innovation, dans la recherche, des points forts qui répondent présents, qui ont répondu antérieurement présents dans les pôles technologiques et qui ont dans ces appels à projets, pas celui de l'éolien, qui répondent, qui sont présents dans ces incitations à tirer le meilleur des territoires. Si on n'a pas ces locomotives-là qui se révèlent, on ne peut pas de toute façon passer son temps à prendre les moyens qui ne sont pas extensibles et puis faire du saupoudrage pour faire plaisir à tout le monde. Ça ne servira à rien, ça ne produit pas d'économie. Au contraire, ça produit une régression du dynamisme économique au lieu de produire du développement. En revanche, créer cette émulation, amener la nécessité, puisque pour construire chacun de ces grands projets, il faut que les forces économiques se rassemblent, se fédèrent, a un effet levier sur la dynamique de développement territorial. L'intérêt,
c'est que de ces grands appels à projets, c'est qu'ils dessinent justement ces leviers du développement du territoire ou ces locomotives du développement du territoire dans la concurrence internationale à l'échelle de l'Europe. Et donc là, on est dans la bonne maille, on est dans le bon créneau, dans la bonne catégorie pour pouvoir se relancer et aller de l'avant. Dans ce contexte, moi je pense que c'est plutôt une réussite. Moi je ne vois pas que ça soit au détriment du territoire, mais au contraire, à découvrir et à travailler les choses pour que chacun voyant le leader puisse le consolider et fédérer et s'approcher de lui pour fédérer les énergies dans ce sens-là. Je ne vois que des success stories, comme disent les Anglais, dans ce champ depuis qu'on a ces grands appels à projets. Et je ne vois pas, au contraire, la concurrence territoriale. En revanche, je vois s'esquisser dans l'espace économique communautaire le détachement et l'identification de ces locomotives dont on a besoin. Bon, je pense qu'il y aurait matière à débat, mais on va s'arrêter là ce soir. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté cet exercice. On voit bien qu'on est face à des enjeux quand même assez importants. Une réorganisation de l'État, une redéfinition de ses missions au travers de logiques nouvelles et différentes, des articulations avec les collectivités dont on voit bien qu'elles restent à préciser quelque part, hein. Donc on aurait pu y passer encore beaucoup de temps et peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Donc en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir accepté de jouer cet exercice. Et puis, si j'ai bien compris, à nous, territoires, déjà je parle pour le Conseil de développement, à nous, territoires, d'être force de projet. Et j'ai cru comprendre que l'État pourrait accompagner les bons projets de territoire. Donc, soyons solliciteurs auprès de l'État et proposons des projets de qualité. Voilà, merci encore. Je crois qu'on peut applaudir Monsieur le Secrétaire Général. Merci à vous tous de votre accueil. Je vois que j'ai quand même beaucoup de pédagogie encore à faire, qu'on a nous tous beaucoup de pédagogie à faire, et qu'on a un grand et une mission impérieuse de communication et d'échange surtout avec la population et de manière générale vous tous qui dessinez le cahier des charges de vos services publics au quotidien.